Saviez-vous qu'aucune grande compagnie aérienne américaine n'a jamais acheté le plus grand avion de ligne du monde? Pas une seule. Ni Delta, ni American, ni United, zéro. Et ce, malgré ses salons luxueux, ses cabines silencieuses et sa capacité à transporter plus de 800 passagers. Pourquoi ont-elles toutes dit non à ce qui semblait être l'avion du futur? La réponse est bien plus complexe et révélatrice qu'on ne le pense. Parce que derrière ce refus se cache une guerre de vision sur l'avenir du transport aérien. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette guerre, jusqu'à la dernière turbine. Mais avant, pour comprendre pourquoi les compagnies américaines ont toutes tourné le dos à cet avion, il faut d'abord revenir à ce qu'il représentait réellement. L'Airbus A380, c'est l'avion de tous les superlatifs. Un mastodonte désert taillé pour défier les lois de la physique et redéfinir les standards du transport aérien mondial. Long de 73 mètres, haut comme un immeuble de 8 étages, avec une envergure qui dépasse la longueur de son propre fuselage. En configuration maximale, il peut embarquer jusqu'à 850 passagers, l'équivalent d'un petit village projeté à 900 km/h à 13 000 mètres d'altitude. Ces 4 moteurs, Rolls-Royce 3900 ou Engine Alliance GP 7200, génèrent chacun une poussée colossale, capable de soulever 1,2 million de livres au moment du décollage. Mais ce qui impressionne autant que sa puissance brute, c'est son calme absolu. Car malgré sa taille, l'A380 offre une expérience cabine étonnamment douce. À l'intérieur, le silence est roi. Le bruit des moteurs est atténué au point de disparaître derrière les murmures des passagers. La pressurisation cabine est maintenue à 6000 pieds, bien plus agréable que les 8000 pieds standards, ce qui signifie moins de fatigue, moins de migraines et une sensation de vol nettement plus confortable. Le concept, créer non pas un simple avion, mais un palace volant. Qatar Airways a intégré des suites privées. Etihad a conçu une résidence aérienne avec salon, chambre et douche. Emirates y a installé ses fameuses douches Spa à 35 000 pieds. Là où la plupart des avions cherchent à maximiser les sièges, l'A380 a cherché à magnifier l'expérience. C'était plus qu'un avion, c'était un manifeste. Une vision du voyage où le luxe ne serait plus réservé à quelques-uns, mais où l'ensemble des passagers, même en classe économique, bénéficierait d'un espace supérieur à la moyenne. Et pourtant, malgré cet exploit technologique et cette promesse de confort inégalé, aucune compagnie aérienne américaine n'a commandé un seul exemplaire de l'A380. Pas Delta, pas United, pas American Airlines, rien. Comment un appareil aussi avancé, aussi révolutionnaire, a-t-il pu être complètement ignoré par les 3 géants du ciel américains? La réponse n'est ni technique ni esthétique. Ce n'est pas une question de performance ou de confort. C'est une question de stratégie, de modèle économique, de choix logistique et surtout d'anticipation du futur. Car derrière chaque décision de flotte se cache une vision du monde. Et là où Airbus voyait un avenir fait de méga-hubs et de flux concentrés, les compagnies américaines ont vu un autre chemin. Un futur où le passager privilégie la liberté, la flexibilité et les vols directs. Un futur dans lequel le gigantisme du A380 n'avait pas sa place. À la fin des années 90, l'aviation commerciale entre dans une nouvelle ère. Le trafic aérien mondial explose, les classes moyennes émergent dans des dizaines de pays, et les prévisions annoncent un doublement du volume de passagers en à peine 20 ans. Face à cette perspective, les 2 géants de l'aéronautique, Airbus et Boeing, s'accordent sur le diagnostic. Il va falloir repenser l'aviation de demain. Mais là où les 2 entreprises divergent totalement, c'est sur la solution. Airbus, en observant les mégapoles du monde, voit les limites physiques se rapprocher dangereusement. À Londres Heathrow, les créneaux d'atterrissage sont saturés. À Tokyo Narita, les autorités imposent des restrictions strictes. À JFK, à New York, on commence même à envisager des frais supplémentaires pour réguler les horaires de pointe. Pour Airbus, le problème n'est pas une question de demande, mais d'infrastructure. Il y a trop d'avions, et pas assez de place pour les faire décoller. La solution? Réduire le nombre de vols, mais augmenter la capacité par vol. Moins de mouvements, mais plus de passagers à chaque rotation. C'est le principe du hub and spoke. On concentre les flux dans des aéroports centraux, les hubs, puis on les redistribue à travers un réseau secondaire, les spokes. C'est une logique d'efficacité, mais aussi une logique d'optimisation des infrastructures existantes. Et pour concrétiser cette vision, Airbus imagine un appareil hors norme, l'A380. Un géant désert capable de transporter plus de 800 passagers, de désengorger les hubs surchargés et d'apporter une nouvelle économie d'échelle au transport aérien mondial. De l'autre côté de l'Atlantique, Boeing analyse les mêmes tendances, mais y voit un tout autre avenir. La firme américaine observe l'évolution des moteurs, notamment les biréacteurs longue portée comme ceux qui équiperont le 777 puis le 787 Dreamliner. Ces moteurs ne sont pas seulement puissants et fiables, ils permettent aux avions de voler plus loin avec moins de carburant et surtout avec seulement 2 moteurs, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et d'exploitation. Fort de cette avancée, Boeing anticipe une fragmentation du réseau aérien mondial. Pour eux, les passagers ne veulent plus faire escale, ils ne veulent plus subir la complexité logistique des hubs. Ce qu'ils veulent, c'est aller directement de leur point A à leur point B, sans correspondance, sans perte de temps. Cette vision donne naissance au modèle point à point.
Des routes plus nombreuses, plus fines, qui relient des villes secondaires entre elles sans passer par les grands centres de distribution. Et pour répondre à ce nouveau besoin, Boeing mise sur une famille d'avions plus flexibles, plus légers, plus économes. Les 787, les 777X, les futures générations de monocouloirs à long rayon d'action. Et là où Airbus cherche à centraliser, Boeing cherche à décentraliser. Et ce qui est fascinant, c'est que les compagnies aériennes américaines, elles, n'ont pas hésité. Elles ont vu les deux visions, elles ont évalué les deux modèles, et elles ont fait leur choix. Pas sur un coup de tête, ni par patriotisme industriel, mais parce que la géographie des États-Unis, la structure de leur réseau domestique et la culture même de leur marché les poussaient naturellement vers la vision de Boeing. Un pays vaste avec de multiples hubs bien répartis, Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, San Francisco, et un réseau intérieur tentaculaire qui irrigue le continent. Dans ce contexte, un avion comme l'A380 n'avait pas sa place. Trop gros, trop contraignant, trop rigide pour un marché qui valorise la souplesse. A l'inverse, le modèle point-à-point offrait aux compagnies américaines exactement ce dont elles avaient besoin. La possibilité d'ouvrir de nouvelles routes, avec moins de passagers, à moindre coût, tout en s'adaptant rapidement à la demande. La guerre de vision entre Airbus et Boeing ne s'est pas jouée dans les laboratoires d'ingénierie ni dans les hangars d'assemblage, elle s'est jouée dans les salles de réunion des compagnies aériennes. Et là, Boeing a parlé la langue que les transporteurs américains comprenaient le mieux, celle de la rentabilité opérationnelle. Le reste, ce sera de l'histoire. Mais pendant que les États-Unis refusaient l'A380, ailleurs dans le monde, une compagnie l'accueillait à bras ouverts. Mieux encore, elle en faisait le pilier de sa domination aérienne. Et cette compagnie n'est nulle autre que Emirates. Là où les autres voyaient un avion trop grand, trop cher, trop contraignant, la compagnie de Dubaï y a vu une opportunité. Mieux encore, elle a bâti tout son modèle économique autour de cet appareil. Et surtout, elle a créé un écosystème qui rendait le pari possible. Dubaï ne s'est pas contenté d'accueillir l'A380, elle l'a littéralement reconçu autour de lui. Le terminal 3 de l'aéroport international DXB est un monument dédié au Super Jumbo, avec 20 portes spécifiquement conçues pour l'A380, des passerelles multiniveaux, des salons premium surdimensionnés et un agencement pensé pour absorber des flux de passagers massifs sans friction. Mais l'infrastructure n'est qu'une partie de l'équation. Le positionnement géographique de Dubaï est stratégiquement parfait. À mi-chemin entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, à quelques heures de vol de plus de la moitié de la population mondiale. Cette centralité permet à Emirates de relier Londres à Sydney, Paris à Bangkok ou New York à Johannesburg, en une seule escale, toujours à Dubaï. Et contrairement aux hubs occidentaux, aucun couvre-feu ne limite les opérations. Les vols peuvent décoller ou atterrir en pleine nuit, maximisant ainsi l'utilisation des avions et l'efficacité du hub. À cela s'ajoute un soutien gouvernemental massif, à la fois financier et stratégique. Emirates bénéficie d'une stabilité politique, d'une vision à long terme et d'une capacité à absorber les pertes à court terme dans une logique d'expansion globale. Aucun transporteur américain, soumis aux actionnaires, à la rentabilité trimestrielle et aux réalités syndicales, ne peut se permettre une telle latitude. Emirates a aussi fait un choix audacieux, celui d'une flotte homogène composée presque exclusivement d'A380 et de Boeing 777. Deux appareils, deux types de maintenance, deux types de formation. Une simplicité logistique qui réduit les coûts, optimise la planification et renforce l'image de marque. Car au-delà de la rentabilité pure, l'A380 est devenue l'emblème de la compagnie. Un produit d'appel, une vitrine de luxe, une promesse d'expérience unique, et ça fonctionne. Mais ce modèle, aussi impressionnant soit-il, est inexportable. Il repose sur une conjonction de facteurs uniques, un hub artificiel, une liberté réglementaire, un soutien étatique et une absence totale de fragmentation du réseau. Autrement dit, l'exact opposé du marché américain. Mais même là où il était taillé pour régner, le rêve a fini par se fissurer. Car au-delà des promesses, la réalité du marché allait vite rappeler ses propres règles. À ses débuts, l'A380 devait être le roi des airs. Airbus prévoyait d'en vendre 1200 exemplaires sur 2 décennies. Un chiffre ambitieux, mais crédible à l'époque, tant les hubs mondiaux semblèrent saturés et la demande en croissance continue. Pourtant, au terme de sa production, seuls 251 appareils auront vu le jour. Un écart colossal entre le rêve et la réalité. Que s'est-il passé? D'abord, la crise financière de 2008. Elle a gelé les investissements dans le secteur aérien, stoppé net les plans d'expansion et poussé les compagnies à se recentrer sur leur rentabilité immédiate. Acheter un avion géant, coûteux, nécessitant des infrastructures adaptées, inenvisageable en pleine tempête économique. Ensuite, les avancées technologiques des moteurs biréacteurs ont changé la donne. Les 777, puis les 787 chez Boeing et plus tard l'A350 chez Airbus ont démontré qu'on pouvait relier presque n'importe quelle ville du globe avec 2 moteurs seulement, tout en consommant 30% de carburant en moins. Plus besoin de 4 turbines, ni d'un avion géant pour parcourir de longues distances. L'agilité est devenue plus rentable que la capacité brute.
Pendant ce temps, les aéroports ont évolué. Grâce à l'optimisation des créneaux, à la modernisation des tours de contrôle et à une meilleure gestion du trafic, ils ont pu absorber la montée en charge du trafic mondial sans avoir besoin de très gros porteurs. Le cauchemar logistique que l'A380 devait résoudre s'est en grande partie évaporé. Et surtout, les passagers ont tranché. Ils ont préféré les vols directs, même plus longs, à une escale dans un méga hub impersonnel. Le point-à-point s'est imposé comme la nouvelle norme du voyage international. En 2019, Airbus jette l'éponge. Le programme est officiellement arrêté. Et comme un symbole cruel, la pandémie mondiale éclate l'année suivante. En 2020, 90% de la flotte d'A380 est clouée au sol. Trop coûteux à opérer, trop grand pour les besoins réduits d'un monde confiné, l'A380 semble destiné à disparaître discrètement, victime non pas d'un défaut de conception, mais d'un décalage irréversible avec la réalité du marché. Le rêve se brise, non pas en plein vol, mais sur le tarmac. Et pourtant, alors que tout semblait fini, que les lignes de production avaient été fermées, que les compagnies vendaient leurs A380 à la casse ou les laissaient dormir sous des bâches dans le désert, le géant a commencé à bouger, lentement, discrètement, mais sûrement. Contre toute attente, le A380 fait son retour. Ce n'est pas un comeback hollywoodien, ce n'est pas un triomphe, mais c'est un retour pragmatique, forcé par les circonstances. Car dans l'après-Covid, les compagnies aériennes font face à un paradoxe. La demande repart plus vite que prévu, les vols se remplissent, les gens veulent voyager, partout, tout le temps. Mais les nouveaux appareils, eux, n'arrivent pas. Les chaînes de production du 787 et de l'A350 sont ralenties, les livraisons prennent du retard, le carnet de commandes explose, mais les avions ne volent pas encore. Résultat, un trou béant dans les capacités disponibles. Et dans ce vide, certains redécouvrent une carte oubliée, le Super Jumbo, British Airways, Qantas, Lufthansa. Tous avaient annoncé leur retrait définitif de l'A380, et tous, un à un, reviennent sur leur décision. Non pas par amour ou par nostalgie, mais parce que l'A380 est soudainement le seul outil disponible pour absorber une demande qui dépasse les prévisions. Il n'est pas plus rentable qu'avant, il est juste utile, temporairement. Mais ce retour inattendu met aussi en lumière ce que le marché avait oublié, l'expérience passager incomparable qu'offre cet avion. Une cabine à 2 étages, spacieuse, fluide, silencieuse. Une pressurisation maintenue à 6000 pieds qui rend le vol plus confortable. Moins de turbulences grâce à son gabarit, plus d'espace même en classe économique, des couloirs larges, une sensation de calme, une vraie différence. Et ça, les passagers ne l'ont pas oublié. Les sondages le montrent. À configuration équivalente, les vols en A380 obtiennent systématiquement de meilleures notes de satisfaction. Certaines compagnies l'ont bien compris et n'hésitent pas à facturer plus cher un vol en A380, simplement pour cette qualité de service perçu. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un sauvetage, mais c'est une preuve. L'A380, même en fin de carrière, reste un atout stratégique pour ceux qui savent encore en exploiter le potentiel. Au final, le rejet américain de l'A380 ne s'explique pas par une faute d'Airbus. Il s'explique par une lecture réaliste du marché intérieur américain, des hubs fragmentés, des routes au volume trop faible, des aéroports inadaptés, un environnement trop concurrentiel pour absorber les risques. C'est un cas d'école. L'A380 n'est pas un échec technologique, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui a simplement été conçu pour un avenir qui ne s'est jamais pleinement réalisé. Alors qu'en pensez-vous et avez-vous déjà volé sur un A380 ? Vous souvenez-vous de la sensation unique au décollage ? Du silence en cabine ? Du confort ? Partagez votre expérience en commentaire. Et si ce genre de plongée dans l'histoire et la stratégie aérienne vous passionne, pensez à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vol dans les coulisses de l'aviation mondiale.